L'idée, c'est qu'on améliore la productivité, en fait, hein, d'où cette petite image. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose qui va nous permettre de moissonner des champs, non plus avec des faux, mais avec des moissonneuses. Donc, avoir un rendement bien meilleur. Et donc, toute l'idée, avant qu'on fasse venir des philosophes, hein, donc on va les entendre, en fait, ici, sur un sujet sur lequel on pourra débattre avec eux, pour expérimenter ça réellement. En fait, je vais quand même vous rappeler quelques petits éléments de contexte. Donc, effectivement, on était déjà dans un contexte d'infobésité. Dans le domaine scientifique, on connaît bien ça. Plus personne n'est capable de lire la littérature scientifique sur son sujet d'expertise. Il y a aussi un contexte de plagiat qui existait déjà. On voit que l'intelligence artificielle arrive des concours mieux que des humains, des tests de QI, etc., etc. Il y a une menace effectivement sur l'emploi, on en parle tout le temps. On a même un conseiller politique virtuel qui assiste aux réunions du Premier ministre roumain. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et l'idée, c'est comment on en est arrivé là. Donc, petit retour quand même en arrière. Au départ, on a essayé de faire des systèmes experts. C'est-à-dire qu'on a essayé de modéliser l'intelligence humaine en disant, un peu comme avec des règles, eh bien, là, j'ai pris une base de données sur les champignons. En fait. Voilà, typiquement, on disait, si ce champignon, il a des tubes, si son pied est obèse et qu'il a une couleur brune sur la surface du chapeau, alors il s'agit peut-être d'insectes. Mais c'est des choses un peu comme ça. On a commencé à modéliser. Et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu produire aussi des données, en fait, et tout ça, toutes ces données ont été produites grâce aux grandes campagnes de numérisation. Il y a eu Wikipédia, bien sûr, mais il y a eu aussi, par exemple, 40 millions de livres numérisés par Google Books. Ces 40 millions de livres, en fait, bien l'intelligence artificielle les a lus d'une certaine manière. Et c'est nous qui lui avons tout appris, en fait, puisque, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, par exemple, quand Google a numérisé les 40 millions de livres, on se retrouvait avec des images de texte, mais ça, on ne peut rien en faire. Et après, en fait, on soumettait ces images de texte à 3 logiciels différents de reconnaissance de caractère. C'est déjà de l'intelligence artificielle, mais d'une très basse, en fait. Hein. Et donc, on essaie de reconnaître la lettre M, la lettre O, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a demandé à des humains, c'est-à-dire nous, quand on crée un compte sur un site quelconque, eh bien, on avait ces deux petits mots déformés qu'on devait ressaisir pour prouver qu'on n'était pas des robots. En faisant ça, en fait, on a contribué à ce qu'on corrige, finalement, parce que quand il y avait 3 humains dans le monde qui ressaisissaient morning exactement de la même manière, alors le mot était validé. Donc en fait, on a finalement remplacé de la main-d'œuvre qui souvent on utilisait, par exemple la société Joule ou Lumen, qui faisait travailler Madagascar aussi en triple aveugle, en fait pour avoir une qualité de transcription de texte optimale. Eh bien en fait, on a fait ce travail collectivement en participant finalement à ces recaptcha. En fait, vous avez par exemple Louis von Hahn qui a inventé ce modèle et qui aujourd'hui a créé Duolingo. En fait, Duolingo, par exemple, ce modèle d'apprentissage des langues, quand vous apprenez les langues, vous produisez de la donnée qui a de la valeur. En fait, c'est pour ça que c'est gratuit, en réalité. Eh bien, là, en fait, en saisissant des données, nous avons collectivement contribué à corriger les textes numérisés par Google Books. Donc, il s'agit de crowdsourcing implicite. Mais en faisant ça, on a aussi appris aux intelligences artificielles qui font de la reconnaissance de caractère de mieux fonctionner. Parce qu'en fait, c'est nous qui leur avons appris. Et puis après, toutes ces données, une fois qu'elles sont propres, eh bien, elles ont servi à générer de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, autre exemple, là sur les images, en fait, il y a l'exemple très classique où on dit, on envoie 1 million d'images de chiens, 1 million d'images de chats, une intelligence artificielle, après, est très capable de faire la différence entre un chat et un chien. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu quand j'étais dans la recherche agronomique. On avait numérisé des photos, on les a mis en ligne, et puis on voyait une indexation automatique sur Flickr. Et moi, à un moment donné, je vois marqué nourrisson. Je me dis, j'ai pas mis de photo de nourrisson. Et c'était cette photo-là. Sauf qu'en fait, à cette époque-là, l'intelligence artificielle n'était pas très capable de distinguer un nourrisson. Donc, j'ai corrigé, et en fait, en corrigeant, j'ai contribué à ce que dorénavant, alors à toute petite échelle, hein, bien sûr, mais comme on est des milliards à avoir fait ça, à toute petite échelle, mais à plus grande échelle en étant des milliards, eh bien, à ce que l'intelligence artificielle distingue mieux un nourrisson d'un bébé, en fait. C'est vrai que c'est assez rigolo. Et alors, bon, là, je vais très vite là-dessus, mais par exemple, nous, ce qu'on essayait de faire, notamment à l'INRA, c'était de faire le portrait robot du poisson domesticable par rapport au portrait robot du poisson dont on savait qu'il était impossible de domestiquer parce que les expérimentations de domestication avaient échoué. Et donc, si vous voulez, par machine learning, on essayait, comme ça, un peu de la même manière qu'on essaye de distinguer un chat d'un chien ou un bébé d'un petit cochon, et bien de la même manière, eh bien, on essayait de regarder quels étaient les caractères communs aux espèces domesticables. Alors, cette nouvelle intelligence artificielle générative qui fait le buzz aujourd'hui, grâce à la veille, on l'a détectée bien avant, finalement, dès juillet 2020, on pouvait déjà imaginer, ça c'est ce que j'avais publié à l'époque
surveille partagée sur la plateforme en fait au sein des services du Premier ministre, on pouvait déjà imaginer ce qu'elle serait en fait. Hein. Alors, pour la veille, mais je vais aller assez vite, mais pour la veille, effectivement, à toutes les étapes de la veille, ça peut nous intéresser. La curation, c'est-à-dire la sélection de ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas, de la même manière qu'on sépare des bébés de nourrissons, enfin de petits cochons, eh bien, on va pouvoir faire exactement la même chose en disant, je sépare automatiquement les articles qui sont pertinents de ceux qui ne le sont pas. Pour visionner les vidéos, tout à l'heure on en parlait, c'est-à-dire reconnaître la voix et la transcrire, parfait, résumer des textes, etc., faire de l'analyse, identification d'images, de marques ou de noms de personnes. Hein. On peut identifier des personnes à partir de leur image automatiquement sur des vidéos, sur des textes, etc., etc. Alors, si vous voulez, voici, voici là ici un exemple en fait de ce qu'on faisait. Alors, dans les années 90, on va dire, hein, qui a aussi été une autre étape en fait vers l'intelligence générative telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est que je vous ai dit tout à l'heure, personne ne peut lire tout ce qui a été publié par exemple, sur les OGM du blé. Il faudrait, voilà, il y a peut-être 1000 articles qui sortent sur le sujet chaque jour, c'est impossible. Donc, on s'est très rapidement, notamment dans la recherche scientifique, doté de technologies de text mining, de fouilles de texte. Et l'idée, par exemple, moi, j'ai pris ici, justement, on en reparle aujourd'hui du grand débat. Tout ce qui a été dit au moment du grand débat a été mis par le service d'information du gouvernement sur data.gouv.fr. Et impossible de lire, là, il y avait 26 000 peut-être contributions qui parlaient de démocratie participative. Impossible de les lire. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? En fait, moi, j'étais à la Cour des comptes à ce moment-là. J'ai pris ces contenus et j'ai fait la détection d'entités nommées par machine learning toujours. C'est-à-dire que je prends ces 26 000 contenus et je dis, donne-moi là-dedans quels sont les noms de personnes, quels sont les noms de lieux, quels sont les noms d'organisations et ici, quels sont les noms de concepts. Les concepts, c'est le truc qu'on fait le plus classiquement. Et cette représentation, si vous voulez, eh bien, on voit les occurrences qui forment des nœuds. Donc là, ça veut dire que le mot président de la République, quand on parle de démocratie participative, est quand même très, très occurrent. Et on voit les co-occurrences, c'est-à-dire les concepts qui sont dans les mêmes contributions citoyennes. Et là, par exemple, on voit quand on parle de vote blanc, on parle aussi de vote obligatoire, de prise en compte, etc., etc. Qu'est-ce que ça nous fait tout ça? Évidemment, on découvre que l'eau, ça mouille, en fait. Mais qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous permet d'objectiver les choses de manière, en tout cas, statistique et beaucoup plus rationnelle. Ça permet de remettre un peu de raison. Mais imaginez que je fasse ça, non pas sur un échantillon, là, c'est 20 000 contributions citoyennes. Je fais ça sur les 40 millions de livres numérisés par Google dont on parlait au début. Je fais ça sur tout Wikipédia. Je fais ça sur énormément de contenus de presse, notamment. Eh bien, j'obtiens un modèle de langage. Et une fois que j'ai un modèle de langage, ça ressemble un peu à un cerveau, ça finalement, avec des neurones, avec des réseaux de neurones. Bien, c'est quand même le côté rassurant, c'est que plus on met de l'humain, en fait, et plus la valeur ajoutée a un bénéfice, voilà, c'est-à-dire que plus c'est consommé, en fait. Alors, d'autres expérimentations, et je vous montre que j'ai fait sur d'autres sites, en fait. Parce que là, nous, on est dans un environnement un peu sécurisé. Moi, j'aime bien faire joujou avec des sites extérieurs. Et bien, par exemple, typiquement, on peut, avec des plugins sur WordPress ou d'autres outils, on peut très bien faire du résumé automatique en mettant un prompt en langage tout à fait naturel. Et après, voilà, moi, je m'étais amusé comme ça sur les partis politiques à faire résumer les contenus automatiquement qui nous étaient envoyés. Des coûts qui sont assez faibles, hein, en fait. Hein. Voilà, par exemple, un article d'origine, et voilà le résumé qui est généré par l'intelligence artificielle générative. Voilà une image. Là aussi, je m'étais dit, ça peut être intéressant de générer des images automatiquement à partir des titres et des résumés. Alors, c'est pas génial, hein, c'est pas transcendant, mais parfois, c'est plus sympa qu'un logo, parce que pour le moment, c'est ce que je fais en tout cas. Moi, je mets des logos, en fait. Voilà. Et alors, autre truc assez intéressant, moi, je trouve, c'est que par exemple, avec make.com, ça, j'ai fait des petites expérimentations récemment. Je prends un flux RSS, je lui dis de le crawler, allez, je choisis, je paramètre, hein, mais souvent c'est bien de le faire tous les jours. Dès que le truc il arrive, voici mon prompt, et je lui dis, alors là j'ai utilisé Perplexity, parce qu'il cite des sources, c'est des fois plus intéressant, et je lui dis, tu vas republier automatiquement sur un WordPress. Donc on peut, c'est vrai que ça avance très très vite en fait, on peut faire des choses assez extraordinaires, et je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir le faire aussi sur des sites qui n'ont pas de flux RSS, hein, tout ça. Donc voilà, alors voilà notre dispositif de veille, par exemple. Nous, là, ici, il y a les flux RSS qui arrivent, les documents qui sont crawlés, enfin, tous les contenus qui n'ont pas de flux RSS qui arrivent ici, et ça arrive dans un WordPress. Et donc là, on pourrait tout à fait rajouter une intelligence artificielle pour faire du résumé automatique de tous ces contenus. Et donc, augmenter, en fait, la valeur ajoutée de ce qu'on envoie, en fait. Voilà. Alors, il y a des questions de droit, évidemment, ça, on peut pas faire l'impasse là-dessus. Vous savez que là, pour le moment, on est en fait sur la loi République numérique d'octobre 2016, avec voilà une exception pour la recherche. Et puis, on a aussi le syndicat national de l'édition qui invite en fait les éditeurs
à signaler qu'ils ne souhaitent pas, enfin, moi si c'est leur volonté, mais qu'ils ne souhaitent pas que leur contenu soit crawlé par les intelligences artificielles génératives. Donc, pour nous, ça va avoir un impact. Parce que nous, en tant que veilleurs, notre profession est une profession qui crawl. On utilise des flux RSS, mais on crawl aussi tout ce qui n'est pas en flux RSS. Donc, ça va avoir un impact. On l'a vu là, au 1er janvier, vous avez un certain nombre de grands groupes de presse. Vous avez le Figaro, voilà, qui, par exemple, en fait, ont quitté leur accord qui les liait avec le Centre français pour l'exploitation du droit de copie. Depuis le 1er janvier, d'ailleurs, vous avez un article sur le site de Esprit Collaboratif qui sont les premiers à en parler ouvertement en fait de ça. Et d'ailleurs, une des prochaines réunions qu'on fera, ce sera du coup au salon de documentation e-Expo, donc le 19 mars 2025, et on va réunir avec le GF2I, le groupement français des industries de l'information, on va réunir quelqu'un du Centre français pour l'exploitation du droit de copie, quelqu'un de la presse, en fait, certainement quelqu'un du Figaro, je pense, et puis quelqu'un des éditeurs de plateformes de veille, et puis des veilleurs. En fait, on va essayer de discuter de tout ça, en espérant que tout se passe bien, bien sûr. Bon, pour le résumé, c'est nickel. Moi, j'ai testé sur des trucs que j'avais publiés. C'est le meilleur moyen de voir si le résumé est bon ou pas. Hein. C'est de prendre quelque chose qu'on a publié soi-même. L'analyse, nickel. Se préparer, moi, c'est vraiment un truc que je vous conseille pour le coup, dans tous les trucs que j'ai pu expérimenter. Se préparer un concours, avoir un jury blanc, c'est pas mal. Vous vous présentez en 5 minutes, le truc vous pose des questions sur votre parcours, c'est un très bon exercice et des questions sont plutôt pertinentes. Hein. Franchement, j'en ai fait une petite vidéo. Si ça vous intéresse, vous irez voir. Alors, moi, une de mes filles, elle passait son oral, c'était l'oral du bac de français, en fait. Hein. Vraiment très, très bien. Le truc lui a posé des questions. Vous avez du coup la transcription écrite de ce qui a été dit à l'oral. Hein, parce qu'en réalité, à la base, tout ça a été oral. Hein. Donc ça aussi, c'est un assez bon exercice. Corriger un texte et aussi, notamment, moi, c'est un truc que j'ai entendu. Alors ça, j'ai pas eu l'idée tout seul, mais j'ai quelqu'un qui m'en a parlé. En fait, quelqu'un qui voulait envoyer un mail un petit peu assassin, comme ça arrive parfois dans les organisations, et notamment dans les administrations, et qui a dit, est-ce que tu peux retoucher mon mail pour le rédiger en communication non violente. Et apparemment, ça a été très, très efficace. Le retour qu'on a eu, c'est que ça a été un mail qui a été très constructif, en fait, qui a amélioré vraiment sensiblement la relation. Ça, c'est vraiment pas mal. Rédiger des comptes rendus de réunion, là, c'est ce que je vais faire. Hein. Honnêtement, voilà, je vais l'utiliser complètement pour ça. Alors, il est créatif aussi pour vous donner des idées. Par exemple, le lieu qui est ici, bon, il s'appelle le forum. Mais moi, à l'époque, quand on était dans la petite réunion, on décidait, on réfléchissait ou non, j'avoue que bon, je m'étais un peu appuyé sur ce genre de truc. Alors, l'ironie, moi, je trouve que c'est quand même pas mal parce que on dit, bon, l'ironie, c'est propre à l'humain. Je suis pas sûr parce que regardez, moi, je l'ai testé là-dessus. Je lui ai dit, voyez, et c'est vrai, hein, j'ai passé mes vacances en Bretagne, c'était l'été dernier. Je sais pas si d'autres ont eu la même expérience que moi, mais en tout cas, il a fait beau plusieurs fois par jour. On pourrait penser qu'une intelligence artificielle serait incapable de comprendre ça sur le plan ironique, et en fait, elle a tout à fait compris. Donc, on voit qu'il y a quand même une forme de finesse. Voilà. Alors, développeur, très très bien. Moi, elle m'a débloqué dans plein de trucs. Notamment quand il y avait un truc sur. Moi, j'ai un petit site de champignons, là, je vous ai montré au début, parce que j'ai fait un peu de pub, en fait. Hein. Mais en fait, mon petit site de champignons, j'arrivais pas à faire disparaître le planning. En fait, il n'est pas du tout marchand, ce site. J'arrivais pas à le faire disparaître, et ben, il m'a trouvé la solution. J'ai juste à copier-coller le code. Alors, faire des requêtes dans, comment ça s'appelle, Wikidata, nickel. Il vous aide à faire des requêtes. On peut même commencer à faire du text mining, c'est pas encore aussi bon, mais il peut déjà détecter des entités nommées. Hein. Pas la peine de scoltiner, des fois Cortex, Garbantext et tout ça. Prof de maths, alors ça, c'est pas moi qui ai mis la photo. Ça, vous comprenez bien que ça, c'est mes enfants, mais du coup, je vois un peu tout ce qu'il faut. C'est intéressant, mais ils mettent carrément la photo. C'est-à-dire que le truc est ossérisé, ça ossérise même du manuscrit. Hein, le manuscrit, ça marche plutôt pas mal. Prof de physique, là, elle s'embête même pas à mettre la photo à l'endroit. C'est vraiment honteux. Mais une patience extrême, hein, parce que si on demande de recommencer à expliquer, ça continue. Mycologue, alors moi, vous avez compris que ça m'intéresse comme ce genre de sujet, mais honnêtement, une fois, je suis tombé comme ça en forêt sur une amanite fauve. Je connaissais pas ce champignon. Je l'ai pris en photo, il n'y a même pas eu un doute. Tout de suite, c'était amanite fauve. Mon site de champignons ne sert plus à rien. En fait, il va falloir que j'arrête d'ailleurs. Il faut que j'arrête de. Minéralogie, les fossiles aussi, ça marche bien. Cuisinier, voilà, vous voulez dire qu'est-ce que vous avez dans le frigo. Médecin, psychologue, philosophe. Bon, alors il y en a d'autres. Menteur aussi. Alors voilà, menteur quand même. Bon, les hallucinations, plutôt dans la version 3 quand même de GPT-3 plutôt. Là, ces références à la revue Nature n'existent pas. Elles ont tout, ça ressemble à un article de la revue Nature, mais ça n'existe pas. Hein. Vous pouvez le chercher autant que vous voulez, vous ne trouverez pas. Alors, uploader des fichiers est très intéressant. Par exemple, là, vous voyez le PDF de toute la généalogie. Moi, je lui ai demandé de retrouver les noms
dans les, je sais plus combien de journées, je dois en avoir 30 000 ou quelque chose comme ça, demander de retrouver les noms qui ont une occurrence dans Wikipédia. Ça peut être sympa pour faire une shortlist. Alors, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle les RAG, c'est-à-dire cette capacité de créer des chatbots experts. Et dire celui qu'on va utiliser, c'est un chatbot expert, et notamment en mettant de la littérature. Alors, dans ce genre de truc-là, vous avez par exemple Notebook LM de Google. Ben, on a fait ça avec France Stratégie. Si vous avez regardé sur Veille Partagée, une des expérimentations assez récentes qu'on a faites, c'était ça. Moi, j'ai pris depuis documentationadministrative.gouv.fr, on s'y fait un petit peu de pub entre nous, hein. Et du coup, j'ai pris 50 PDF de France Stratégie. Je me suis dit, je upload le truc dessus. Ça m'a pris même pas 5 minutes. Hein, j'ai mis juste les liens vers les identifiants uniques de documentationadministrative.gouv.fr. Donc, c'est la deuxième fois que tu me dois quelque chose. Et après, du coup, on interroge le truc. On dit, tiens, que pense Stratégie de l'impact du Covid sur tel truc? Il me fait le petit texte de synthèse, un peu comme si on était sur ChatGPT, vous connaissez déjà. Sauf que c'est quelque chose qui est sur mesure. Là, c'est sur un corpus qui nous intéresse, nous, et il va citer, c'est ça qui est génial, c'est qu'il va citer dans le texte et nous dire, bah, tiens, voilà pourquoi je dis ça, et c'est dans tel rapport de France Stratégie. Donc, une manière d'interroger notre littérature interne qui est de nature, je pense, à changer un certain nombre de choses par rapport au traditionnel moteur de recherche ou base de données traditionnelle. Critique d'art, bien, je reconnais. Voilà, regarde, c'est ton mari qui a fait ça. Et ben là, on a eu, tu l'avais déjà vu, hein. Voilà, et ben là, on a vu dans un jeu de rôle, on lui a dit, imagine que tu es critique d'art, et il nous a fait une description, même si ma photo n'était pas géniale. Entière aussi. Moi, il y a ma mère qui est en train de partir en maison de retraite. Et ben, on a vidé la maison. Et ben, j'ai pris des photos de tous les objets. Il y avait des trucs, je savais même pas ce que c'était. Il y avait des trucs, c'était des trucs de canut. Des bobines de fil, de canut. Moi, je savais parce que c'était tout de suite, il a trouvé, il nous dit quelle époque, quelle valeur et tout ça. Très intéressant. On peut même imaginer qu'on pourrait se cloner soi-même, c'est-à-dire prendre tout ce qu'on a écrit. Alors, bon, il y a des questions légales, bien sûr, la finale est là. Il y a des questions légales, mais typiquement, on pourrait prendre tous les mails de quelqu'un, tout ce qu'il a dit, ses vidéos, ses textes, ses articles, et quasiment, honnêtement, moi, je l'ai testé, hein, du coup, je l'ai fait sur moi-même parce que comme ça, je fais du mal à personne. Mais honnêtement, c'est comme si c'était moi qui répondais. En fait, c'est exactement pareil, la même manière de s'exprimer, de penser. C'est comme une modélisation de la pensée, en fait. Alors voilà par exemple, tiens, là, il est déjà disponible. Celui-là, c'est le notebook que j'ai fait pour toutes nos veilles. Donc, j'ai récupéré depuis Veille Partagée en fichier XML, ça prend 3 minutes. J'ai récupéré le fichier XML de tout ce qui a été publié sur Veille Partagée depuis 4 ans. Et du coup, on peut l'interroger. Donc, ça peut faire aussi une sorte de petit chatbot expert. Voilà. Et prochaine étape, quand il aura un corps. Ça va être quand même sympa. On va le vivre, hein. Ça, faut pas douter de ça. On va le vivre. Ça coûtera peut-être 10 000 balles au début, mais je pense que pourquoi pas. Voilà. Et alors maintenant, on va débattre avec les philosophes. Alors, ce qu'on va faire, j'espère qu'à distance, on entend toujours aussi bien. Voilà, je vous ai donné le prompt que j'ai utilisé. J'y suis pas arrivé du premier coup, hein. Il a fallu que je cause au moins une quinzaine de fois avec eux dans les champs en prenant le chien pour réussir à ce résultat. Mais au début, voilà, je lui dis qui sont les types de personnes. Donc là, il y a vous, hein, les humains. Et puis après, voilà, je lui dis dans quel ordre et tout ça. Voilà le prompt que j'ai mis. Voilà des idées de sujets. Est-ce que vous avez des idées de sujets pendant que je branche le son?